tiens, salut, bonjour. Qu'est-ce que c'est? Ah, une balle. Ah les gars, quand vous tirez des balles à blanc, je sais que c'est excitant, que ça fait bander et tout ça, mais ramassez vos douilles, s'il te plaît. Ça pue, c'est moche, c'est dégueulasse et c'est nul. Je vais la garder, je vais la mettre là. Donc j'étais en train de dire, oui bonjour et bienvenue dans cette vidéo des animaux mode d'emploi. Est-ce que vous connaissez les raies coccinelles, les Rhesus colari? Ben je suis sûr que non. Si vous cherchez sur internet tout le temps, vous tombez sur une espèce de truc rouge avec des points noirs. Oui, c'est vrai. Les raies coccinelles, peut-être que c'est ça, mais c'est aussi ça. C'est une des araignées les plus insoupçonnées de France. Pourquoi? Parce qu'elle est hyper difficile à trouver, surtout quand on connaît pas l'espèce. Sauf que, moi je sais où en trouver et on en trouve tout autour de moi là. Là, il y en a plein. Il faut juste soulever des milliards de cailloux un par un et tenter d'essayer de la trouver. Alors elle est extrêmement discrète, elle va tisser un trou recouvert de toile sous les pierres, les décors, les abris. Et alors pas n'importe où, elle va les tisser dans des garrigues ouvertes parce que c'est une araignée qui va être thermophile. Elle dépend des températures et elle aime bien les grosses périodes de chaleur. Donc on va pas la trouver là-dedans, tu vois, non, on va la trouver au sol finalement, sous ces pierres là, directement. Et c'est tout bête parce qu'on pourrait pas soupçonner qu'il y ait une araignée comme ça sous les pierres. Et ben en fait si, donc c'est là-dessous qu'on va chercher. Alors en français son nom c'est Erez coccinelle, ça je vous l'ai dit tout à l'heure. Pourquoi coccinelle? Eh ben il faut savoir que même si les femelles finalement sont noires avec ou sans la face orange jaune, sont relativement jolies, eh ben les mâles ils sont totalement différents, ils sont rouges comme une coccinelle avec des points noirs comme une coccinelle. Donc on a quelques heures devant nous. On reprend après le générique. En attendant, bienvenue dans les Pyrénées-Orientales. Oh putain, moi je vais venir m'installer ici, c'est trop beau. Trop de trucs à faire. Allez, c'est parti, on a du boulot. Ah, je suis crevé de ouf. Ça fait quelques heures qu'on cherche déjà, oui, c'est pas facile, mais comme dirait un vieil homme que j'ai rencontré un jour à la Réunion au sommet du Piton de la Fournaise, une fois que le plus dur est passé, il reste plus qu'à accomplir l'impossible. Allez, alors il faut savoir que le nom scientifique c'est Erezzus kolari. Pourquoi kolari? Elle a été nommée en l'honneur de Vincenz Kolar, c'était un entomologiste polonais. C'est quelqu'un qui étudie les insectes. Elle a été décrite par Monsieur Friedrich Wilhelm Rossi, un médecin entomologiste autrichien, finalement qui est décédé 2 ans après avoir décrit l'espèce en 1846. Et donc il existe en 2021, je précise 2021 au cas où ça changerait, 5 sous-espèces validées selon le World Spider Catalog. C'est un site de data en ligne, très important si vous voulez savoir où c'en est au niveau de la classification animale. Le problème c'est que sur les 5 sous-espèces, finalement il y a tellement de différences, ou même parfois d'hybridation, ou même des sous-espèces dont on ne connaît que les mâles, que c'est tellement le bazar, finalement que c'est devenu un complexe. Qu'est-ce qu'un complexe d'espèces? En fait, c'est un groupe d'espèces ou de sous-espèces finalement dont la limite de différence entre 2 sous-espèces ou 2 espèces différentes est tellement infime que c'est presque impossible de les différencier. C'est un peu difficile parfois et on manque cruellement de données, et pour avoir des données fiables il faut passer des années et des années sur le terrain. Ça c'est indéniable, mais qui va accepter de le faire et qui sera payé pour le faire? Je me le demande. Donc on se contentera de parler de l'Erezzus kolari sans parler des sous-espèces, ni des hybridations, ni des espèces à côté. On va simplifier le truc. On va surtout parler finalement de sa biologie, de son écologie, plus que sa taxonomie ou sa systématique, donc sa classification dans le règne animal. Parce que on n'est pas là pour ça. Et donc elle est originaire du bassin méditerranéen, elle va vivre dans les sols secs. Typiquement l'endroit où on est. Alors elle fait partie de la famille des Érésidés. Les Érésidés, elles sont caractéristiques puisqu'elles ont un énorme céphalothorax, on dirait presque des tiques quand elles sont petites. Elles ont une tête qui va être bombée et plate à l'avant. Et donc elles ont en tout 8 yeux, il y en a 4 à l'avant, même on dirait qu'il y en a que 2, mais il y en a 4 à l'avant et 4 sur les côtés, qui sont très discrets, mais ils sont là. Des pattes très courtes, elles sont terricoles, des tout petits crochets, mais des gros chélicères. Et donc elles ont souvent la face très colorée chez les femelles. Très jolie. Et alors, si je me souviens bien, on les trouve sur tous les continents, sauf Amérique du Nord et Asie du Sud-Est et Océanie, je crois. Il y en a même en Amérique du Sud, c'est assez dingue. Avec le genre Stegodiphus. Bref, ça vous n'êtes pas obligé de le retenir. Et nous, on va s'intéresser à l'Erezzus kolari. Oh, là, viens voir, tiens, attends, voilà, c'est exactement. Déjà, en plus, on voit même la toile dépassée. Oh, elle est là, elle est sortie de son terrier. Le terrier est juste ici. Mais vous imaginez même pas le
qu'on a de tomber sur un terrier d'Eresus, mais avec l'Eresus sorti. Regarde, elle est juste ici. La voilà, la petite perle qu'on cherche. Oh putain, Nils Nils, j'adore créer ton prénom, Nils. Nils, c'est un prénom qui se crie trop bien. Nils, tu sais, c'est comme le prénom Charles. Charles. Tu te rends compte, on a trouvé une Eresus. Moi, j'étais prêt à tourner cette vidéo en plusieurs temps, tu vois. Je me suis dit, si on en trouve pas aujourd'hui, bah on reviendra. Mais là, non, on en a trouvé, putain, et elle est sortie. Là. Ah la chance. Elle est trop belle. Et alors regarde, quand j'avance les doigts, normalement elle devrait avoir un petit mouvement de recul de défense quand j'avance le doigt. Ah regarde, elle le fait, elle lève les pattes. Et j'adore. En fait, les femelles vont pas du tout avoir la même mode de défense que les mâles. Les femelles vont lever les premières pattes en avant, écarter les crochets, et les mâles, eux, eh ben ils vont lever l'abdomen rouge pour se rendre plus impressionnant. C'est assez intéressant. J'adore ça. Vraiment, avec les migales de l'île de Socotra au Yémen, je crois que c'est mon araignée préférée. Je me demande combien de fois j'ai dit ça dans ma vie. Ah, on va se mettre bien tranquille. La mallette d'études ouverte au cas où, tu vois, si j'ai besoin d'une petite pince, tout ça. Alors il faut savoir que cette araignée est très peu étudiée finalement. Pourquoi? Bah parce qu'il y a des difficultés, beaucoup de difficultés déjà. Il faut la trouver, donc difficulté de localisation. Ensuite, il y a des difficultés d'élevage. C'est une araignée qui est très difficile à reproduire en captivité. Donc ouais, il y a du boulot, il y a beaucoup de boulot. Ah mon Dieu, mais quelle beauté, mais quel trésor. Fabuleux, incroyable. C'est pour moi l'une des araignées les plus rares de France. En Corse, t'en as beaucoup, t'as beaucoup de gens qui tombent dessus purement par hasard. Mais encore une fois, c'est seulement le mâle sur lequel il tombe. Parce que la femelle, t'as vu où est-ce qu'on la trouve? Puis le terrier, il faut la voir là. Alors, un petit indicateur, ce qui peut être sympa, c'est que vous trouverez toujours au niveau du terrier, aux alentours, il y aura toujours une fourmilière. Parce qu'elle raffole des fourmis. C'est d'ailleurs l'un des aliments qu'elle consomme le plus. Ça, ou des larves de télébrions, donc des coléoptères, les vers de farine pour ceux qui font de la terrario. Bah ouais, les vers de farine, ça existe pas qu'en élevage, ça existe aussi dans la nature. Et elle se nourrit des scarabées entiers, des scarabées adultes, des petits hules aussi. De toute façon, on peut voir ce qu'elles ont l'habitude de manger, puisque les restes, ils sont sur la toile. C'est des araignées qui sont très propres, hein. Elles vont mettre leurs restes de mue, leurs restes de nourriture, les crottes, tout ça, ça va être à l'extérieur du terrier, en périphérie. Donc on va pouvoir voir, tu vois, celle-ci, elle a un reste de mue, un huile aussi, pas mal de choses. Leur toile, quand vous soulevez comme ça, c'est vrai que sous les cailloux, il y a beaucoup de toiles différentes. Ah oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'espèces, il y a 49 200 espèces d'araignées sur Terre, décrites en 2021, encore une fois. Donc au niveau des comportements et de la biologie et des écologies, il y en a plein. Sauf que les Eresus, eh ben, ce sont des araignées cribellates. Alors attention, petite notion de zoologie. Les araignées cribellates, elles possèdent juste un cribellum. Et les cribellotes, ce sont des pièces au niveau des filières, donc l'appareil qui permet de créer la toile, qui vont être un peu différentes des autres araignées et qui vont donc permettre de tisser une toile qui est non collante. Une toile qui va être très lisse, presque en velours, très lisse. C'est vraiment une toile qui est caractéristique. Quand on passe la main dessus, c'est extrêmement doux, vraiment très doux. Ça ressemble plus à du poil de mouton qu'à de la réelle toile d'araignée. Et donc, comment elle fait pour capturer les proies si la toile ne colle pas? Eh ben, essayez d'imaginer une toile collante, c'est un peu comme si vous empêtreriez, ça se dit, dans un rouleau de scotch, dans plein de rouleaux de scotch. Ça colle, vous empêtrez et puis blablabla. Et ben les cribellates, c'est pas du rouleau de scotch, c'est un peu de la laine, des pelotes de laine, mais plein de fils de laine différents. De toute façon, si ça marchait pas, si c'était pas efficace, elles auraient changé et puis elles mangeraient pas, donc l'espèce se serait éteinte. C'est plutôt une araignée qui va être opportuniste et qui va attendre que les proies passent à portée. On appelle ça le sit and wait, c'est-à-dire attendre, donc sit, to sit, être assis, to be sit, être assis, et wait, quoi? Me regarde pas comme ça, c'est pas parce que t'es bilingue que je vais te péter. To be seated. Ouais, je sais. Oh, je suis mauvais, Jack. T'es mauvais, Jack. Moi, je parle italien, ok? Et wait, to wait, attendre. Ah, voilà. Et on a retrouvé à peu près 104 types d'arthropodes différents. Donc 104 espèces finalement différentes. Donc c'est quand même relativement énorme. Viens là. Je suis en train de la perdre. Jack. Rentrez là-dedans, madame. Donc avec autant de proies différentes, finalement ça atteste d'un comportement totalement opportuniste. On fait pas la différence, on prend ce qu'il y a à prendre. Sur internet, souvent vous trouvez des photos, mais il n'y a pas l'échelle qui est expliquée. Ces araignées adultes, elles font quoi? 1 cm, tu vois, 1,5 cm adulte. Donc c'est petit, c'est tout petit. Regardez un peu là. Celle-là, elle n'est pas encore adulte, elles peuvent devenir un peu plus adultes, mais dans une mue, elle est adulte, tu vois. Donc c'est pas très gros, c'est vraiment tout petit. Alors on va parler un peu des mâles. Les mâles, c'est assez exceptionnel parce que chez cette espèce-là, il y a un dimorphisme sexuel important. Le dimorphisme sexuel, c'est la différence qu'il y a entre le mâle et la femelle. Ça peut être la taille, ça peut être le comportement, ça peut être la coloration, ça peut être la communication, plein de choses, d'accord? Et chez cette espèce, la femelle va être très sombre, pas très colorée, mais alors le mâle, quand on le regarde, il est flambant neuf, vraiment flamboyant, magnifique. Et on peut se demander pourquoi il y a autant de différences entre le mâle et la femelle, sachant que l'accouplement, finalement, et la parade de reproduction se font dans le terrier de la femelle, dans le noir total, et que cette espèce n'est pas réputée, normalement, pour voir dans le noir. Ça veut dire que niveau vision, bah, c'est nul, quoi. Donc pourquoi avoir autant de couleurs quand on ne voit pas grand chose finalement? Et ben quand on réfléchit, finalement c'est assez logique. Pendant la belle saison, donc pendant les mois les plus chauds de l'année, généralement c'est juillet, août, il y a leur reproduction. Les femelles, elles, toute leur vie ne vont jamais bouger. Elles vont passer toute leur vie dans leur
leur terrier et ne jamais bouger. Mais pour qu'il y ait reproduction, il faut impérativement qu'il y ait rencontre. Donc qui est-ce qui va bouger? Eh bien ce sont les mâles. Et pour bouger, eh ben, il faut s'exposer. Donc les mâles vont sortir en quête de femelles en pleine journée. En pleine journée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as un truc qui marche comme ça, à découvert, sur un terrain totalement découvert, mais t'es une proie facile. Tout peut te manger, tout le monde peut te manger. Et donc il faut impérativement te protéger. Et quel est le meilleur moyen de se protéger ou d'être dissuasif? Eh ben c'est d'adopter une coloration dissuasive. On appelle ça une coloration aposématique. Les coccinelles ont la même coloration. Pour votre information, sachez que les coccinelles sont toxiques. Elles sécrètent un alcaloïde puissant. D'accord, faut pas manger des coccinelles, faut pas faire ça. Qui va manger une coccinelle? Sérieux? Elle sécrète un alcaloïde puissant, et ben, qui, pour les espèces qui essayent de les manger, et ben, ça peut être un peu toxique. Sauf que notre RS coccinelle, elle ne sécrète pas d'alcaloïde. Elle a un venin, oui, mais préfère d'abord se défendre par la coloration ou par une posture d'intimidation, donc qui est très caractéristique. On voit plein de belles photos. Elle lève l'abdomen en l'air et le montre à l'agresseur. C'est assez impressionnant, d'accord, mais bon, comme ça fait cette taille-là, tout de suite, quand tu regardes ça de haut en tant qu'être humain, voilà, c'est bon, bah vas-y, fais ta vie, quoi. Mais sur les photos, ça reste impressionnant. Même dans la vie de tous les jours, en fait. Sachez que la coloration aposématique, j'en parle dans plein d'autres vidéos. Là, je survole un peu le sujet, mais allez voir les autres vidéos pour vous rendre compte véritablement de ce que c'est. Donc finalement, tous les individus qu'on va croiser à 95% sont des mâles qu'on peut croiser en rando, par exemple. Et évidemment, il faut prendre un bon réflexe, ne pas les écraser sous prétexte qu'elles sont rouges et qu'on en a peur. De toute façon, le meilleur moyen de ne pas avoir peur des animaux, eh ben, c'est la documentation. Et c'est hyper important, ça vous permet de savoir ce que vous avez sous les yeux, comment ça vit, où est-ce que ça vit, où est-ce qu'on peut le trouver, si c'est réellement dangereux, plein de choses. On a peur de ce qu'on comprend pas, de ce qu'on connaît pas. La peur, c'est un fantasme de quelque chose qui pourrait arriver ou ne jamais arriver. Et on a peur de ce qu'on connaît pas. Et le meilleur moyen de connaître, eh ben, c'est de s'instruire, ok? Et les petits guides de terrain comme les éditions NAP ou les guides de la show, ils sont très très bien, je recommande. En tout cas, quoi qu'il en soit, elles ne sont pas réputées dangereuses. Il y a très peu de cas de morsure. Les seuls symptômes qu'on a pu recenser, c'était des petites migraines. Généralement, c'est sans fièvre. Mais alors, pour se faire mordre par ça, déjà, si on se fait mordre, c'est que par les mâles. Donc, vraiment, pour se faire mordre par ça, je pense qu'il faut vraiment manipuler un peu, comment on dit là, déjà là? À la zeub. À la zeub, ouais, c'est ça. D'ailleurs, je vais vous montrer. Ceci est une Eresus. C'est ma main. Voilà, encore une fois, un bel exemple de non-cruauté du règne animal sur l'humain. Là, finalement, elle est surtout flippée, l'araignée. Elle n'a qu'une seule envie, c'est de retrouver son terrier. Et on va pas lui infliger plus de stress que ça. Le plus important, c'est de la remettre rapidement dans son terrier. Vraiment une très très belle araignée. Alors, ils sont extraordinaires, ces araignées, parce qu'ils ont une façon de s'occuper de leur cocon qui est dépendant des températures. C'est-à-dire que le cocon, c'est une petite boule de soie dans laquelle sont déposés les œufs. Elle va s'en occuper, d'accord? Elle va pas juste le laisser dans un coin et le surveiller. Non, elles vont, et ça a été observé, c'est génial, elles vont prendre le cocon en pleine journée quand il fait chaud, elles vont venir le mettre à la surface pour qu'il soit à bonne température, et quand la nuit redescend, elles vont le reprendre avec elles pour le mettre avec elles au fond du terrier pour qu'il soit encore toujours à bonne température. Vraiment excellent. Quelques semaines plus tard, finalement, les petits vont éclore et ils vont rester près de la mère, et ça presque pendant 1 an. Et comment ils font pour se nourrir? Eh ben, c'est la mère qui va s'occuper d'eux. Elle va régurgiter, oui c'est possible, même les araignées régurgitent, donc elle va régurgiter la matière alimentaire dont vont se nourrir les petits. Sauf qu'elle pourra pas les nourrir indéfiniment, oui, parce que au bout d'un moment, la femelle, la mère, va mourir. Et c'est une espèce qu'on appelle matriphage. Matri, donc qui vient de mater en latin, qui veut dire la mère, et phagie, qui est un suffixe lié à un comportement alimentaire. Donc en fait, c'est manger la mère. Et ouais, la mère, à la fin de sa vie, va se laisser dévorer par ses propres petits. Et c'est une ressource alimentaire considérable, non négligeable. Ouais, les petits vont manger leur mère. Dit comme ça, c'est presque une insulte. Bon, eh ben, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. C'est un réel plaisir pour moi d'avoir fait cette vidéo en one shot. C'est-à-dire qu'on est arrivé, on a dit ouais, on cherche des Eresus. On a fait waouh, on a trouvé une Eresus. Elle est là. Donc c'est sur ces mots que moi je vous abandonne. Prenez soin de vous. C'est la belle saison. Profitez-en pour sortir. Allez vous amuser. Sortez. Équipez aussi accessoirement. Sortez pas pieds nus comme moi. Moi je suis un cassos. Faut pas prendre exemple. N'oubliez pas de vous abonner si cette vidéo vous a plu et d'aller voir les autres vidéos que j'ai produites qui sont finalement assez riches en images et en contenu. Ça peut vous apprendre plein de choses, j'en suis sûr. N'oubliez pas de commenter, de partager, de liker et peut-être si vous avez envie de faire un don sur Tipeee. Ouais, je sais, je fais un peu l'aumône, ça fait un peu donnez un argent s'il vous plaît pour le bébé, mais en vrai ça m'aide à financer mes expéditions, c'est aussi un plus et donc ça permet d'injecter du matériel, de financer des expéditions, des recherches aussi, un caméraman et on va pas se le mentir, la bière de fin de tournage, j'en rêve là. À consommer avec modération. À consommer avec modération. Attention, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, mais une bière. Oh putain. Allez, c'était Animaux mode d'emploi pour vous servir. Paix et prospérité sur votre peuple. Ciao. Non, ciao, juste. Try to think we will bring you somewhere.
they say, don't try to think for yourself, we are there. I guess we should cut the power on.